Économie le max sur i24 News. Bienvenue à tous. Au programme aujourd'hui, chercher l'erreur, un euro fort pour une zone euro affaiblie économiquement. Un schéma qui semble peu à peu prendre fin. Pourquoi la monnaie unique ne recule-t-elle que maintenant, alors même que la crise financière n'avait pas suffi à l'ébranler? Analyse dans un instant avec Thibaut de la Baronnière. Et puis une découverte, celle de la riziculture japonaise, ancien pilier de l'économie locale qui fait face aujourd'hui à un déclin de la demande. Pour contenir la dégringolade des prix, Tokyo impose des quotas maximum de production. Est-ce vraiment la solution à l'aube de nouveaux partenariats de libre-échange? Coup de projecteur en fin d'édition. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous. Le tour du monde avant tout cela de l'actu économique et d'abord ces révélations sur les pratiques fiscales du Luxembourg. Le Grand-Duché est accusé par le Consortium international des journalistes d'investigation d'avoir mis en place un vaste système d'évasion fiscale au profit des plus grandes multinationales. Apple, Pepsi, Amazon ou Ikea, 340 grands noms de l'économie mondiale qui ont ainsi pu minimiser leurs impôts, de quoi priver de plusieurs milliards d'euros de recettes fiscales les États dans lesquels ils font des bénéfices. 6 mois d'enquête et une affaire qui ne pouvait pas plus mal tomber pour le nouveau président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui était lui-même à la tête du Luxembourg entre 1995 et 2013, la période justement à laquelle ce système fiscal a été instauré. En Russie, nouveau record de faiblesse pour la monnaie, le rouble. La barre des 45 roubles pour $1 a été franchie hier. 45,36 ce matin au lendemain de la décision de la Banque centrale de limiter fortement ses interventions à coût de dollars pour soutenir le rouble. Un soutien qui plafonnera désormais à 350 millions de dollars quotidiens. Depuis le début de l'année et la crise ukrainienne, la devise russe a perdu près du quart de sa valeur. Une situation qui ne comporte pas que des inconvénients, malgré bien sûr les dégâts de l'inflation. D'un côté, cela avantage l'économie russe, car nous pouvons ainsi mettre en œuvre nos stratégies budgétaires et atteindre nos objectifs. Le budget de l'État cette année sera équilibré, malgré le fait que l'on s'attendait à un déficit. Mais du point de vue de la population, la première chose qui vient à l'esprit est l'inflation. Celle-ci réduit les revenus et donc abaisse le soutien de l'économie par la demande. Et on reparle de l'épidémie d'Ebola et de son impact en Afrique de l'Ouest sur l'industrie du tourisme. Hier à Londres, vous le voyez, des responsables touristiques de la région ont dénoncé l'amalgame souvent créé entre Ebola et Afrique en général. Ils ont rappelé que le virus était cantonné principalement à 3 pays, Guinée, Libéria et Sierra Leone, où l'afflux de visiteurs étrangers s'est brutalement arrêté. Nous avons beaucoup de retours de personnes différentes, des hôteliers, des voyagistes qui se plaignent que leurs ventes se sont vraiment réduites et qu'il y a beaucoup d'annulations. L'Afrique n'est pas un pays, mais un continent avec beaucoup de pays. Et il est temps que nous nous unissions pour dire que c'est un endroit sûr. Du tourisme encore, cette fois en Égypte. Le secteur, on le sait, vital pour cette économie fragilisée depuis 3 ans et demi par l'instabilité politique. Alors les autorités s'emploient à démontrer que la sécurité est de retour dans le pays. Un message qui semble passer puisque d'après le ministère du Tourisme, une reprise du secteur a été perceptible cet été. On est tout de même passé de près de 15 millions de touristes en 2010 à 9,5 millions l'an dernier, 6 milliards de dollars de recettes. Mais l'heure est à l'optimisme. Les taux d'occupation dans le sud du Sinaï dépassent les 75%. Dans la mer Rouge, jusqu'à fin septembre, ils ont dépassé les 85%, atteignant et même dépassant parfois les 100%. Il y a eu un excès de la demande. Et puis un détour par les États-Unis où chacun semble se réjouir de la chute récente des cours du pétrole. Une tendance qui se répercute bien sûr sur les tarifs à la pompe. Et tout cela survient au meilleur moment, la grande saison du shopping de fin d'année. Une aubaine pour les commerçants qui espèrent beaucoup de ce coup de pouce à la consommation des ménages. Les ménages à faible revenu consacrent une large part de leurs dépenses à l'essence et le revenu médian des ménages ajusté à l'inflation est actuellement 8% en dessous de ce qu'il était en 2007. Il y a donc beaucoup d'Américains qui vivent au jour le jour et quand vous voyez le prix de l'essence descendre, cela vous redonne un peu de pouvoir d'achat et vous n'allez pas épargner, vous irez le dépenser.
Elle est souhaitée par les uns, les Français, les Italiens. Elle est en revanche redoutée par les autres. L'Allemagne en tête. La baisse de l'euro est une réalité. Lundi, la monnaie unique a atteint son plus bas niveau face au dollar en 2 ans. 1,24 $ contre 1,40 en mai dernier. Alors est-ce un ajustement, la correction d'une anomalie, à savoir un euro fort dans une zone euro faible? Avant d'en parler avec Thibault de la Baronnière, Anthony Lesme nous dresse l'état des lieux. L'euro est tombé à 1,2440 $ lundi, son niveau le plus faible depuis août 2012. Et ça pourrait durer. D'un côté, le dollar augmente, de l'autre, l'euro s'affaiblit, notamment parce que l'Europe peine à retrouver la voie de la croissance. Le secteur manufacturier européen continue à stagner, les budgets nationaux se creusent, la dette augmente. La croissance du PIB en Europe a été révisée à la baisse. La croissance annuelle du PIB de l'Union européenne cette année est maintenant prévue à 1,3 et la croissance de la zone euro est à 0,8. L'euro souffre aussi d'un regain de spéculation sur un éventuel coup de pouce monétaire supplémentaire de la part de la BCE. La Banque centrale européenne pourrait imiter celle du Japon. En d'autres mots, faire marcher la planche à billets par une politique de rachat d'actifs appelée quantitative easing. La BCE pourrait faire un espèce de quantitative easing à l'européenne, mais effectivement l'Allemagne s'y oppose, la France serait plutôt favorable et effectivement l'euro fort ne veut pas dire forcément que la zone euro se porte très bien et ça pénalise notamment les exportations. Côté américain, la valeur de l'art a été renforcée grâce aux bons chiffres de la croissance et à la baisse du chômage. La Fed a donc augmenté ses taux, suspendu ses rachats d'actifs. Un signe fort de retour à la normale. La Banque centrale américaine a ainsi rendu le billet vert plus rémunérateur et a donc renforcé son attrait pour les investisseurs. Voilà l'euro qui est encore descendu ce jeudi après l'annonce par le patron de la BCE Mario Draghi du maintien du taux directeur à son plus bas historique 0,05%. Avec nous pour en parler Thibault de la Baronnière, analyste économique. Bonjour Thibault. Bonjour David. Alors d'abord de quoi on parle Est-ce que c'est l'euro qui s'affaisse ou bien le dollar qui se renforce? Parce que finalement c'est aussi ça qu'on constate par rapport aux autres devises. En fait ce qu'il faut comprendre c'est que c'est la combinaison des deux. L'économie européenne est à la peine, l'euro est en pâtit et puis c'est aussi la volonté de la BCE de faire baisser l'euro. Et dans le même temps la situation étant très instable dans le monde, le dollar sert à la fois de valeur refuge comme monnaie internationale de référence et en plus le fait que l'économie américaine reparte et que la production de pétrole aux États-Unis se développe rend le dollar encore plus attractif. Des vases communicants. Mais pour vous cet euro faible c'est un petit peu un ajustement qui est finalement normal aujourd'hui? C'est normal. Par la situation économique. C'est normal et c'est surtout souhaité par la BCE pour essayer d'importer de l'inflation et de relancer l'économie européenne qui est désespérément à la traîne. Et c'est une tendance qui va se poursuivre d'après vous, à moyen terme? D'après moi et d'après beaucoup d'analystes de la place financière internationale, on s'attend à ce que l'euro reste plus bas qu'on ne l'a connu ces dernières années et atteigne un 15, un 20 en 2015. Donc on resterait autour de 1,20 quand même. Oui, exactement, 1,20. Alors cette baisse, Thibault, de l'euro, c'était justement un rêve à haute voix d'un certain Arnaud Montebourg, ancien ministre de l'économie en France. Est-ce que cette baisse de l'euro, elle survient trop tard pour un pays comme la France aujourd'hui pour relancer les exportations? Déjà, il faut comprendre que des pays comme la France et de façon générale l'Europe et la zone euro échangent surtout en euros entre eux. Et donc c'est un faux problème d'une certaine façon d'avoir un euro faible ou un euro fort, puisque quand vous échangez en euros, il n'y a plus de problème de change. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que la France a depuis des décennies un positionnement en termes de compétitivité internationale qui est un positionnement prix, alors que par exemple un pays comme l'Allemagne, qui lui est plutôt partisan d'un euro fort, est un positionnement produit, c'est-à-dire qualité. Et la France n'est pas capable de vendre cher des produits qui pourtant sont de qualité parce que son image est Donc ça, c'est le fruit d'une image qui remonte à plusieurs dizaines d'années. C'est difficile de corriger cette image. C'est difficile, voire, comme on le voit, assez impossible. Et du coup, on voit des pays comme l'Allemagne qui ont 200 milliards d'excédents commerciaux et la France qui a 50, 60 milliards par an. Et pourquoi l'Allemagne, justement, refuse toujours par tous les moyens une baisse de l'euro? C'est vraiment pour ça, pour pouvoir écouler ses produits avec de la qualité? Pas seulement. Il y a aussi, encore une fois, l'histoire qui joue. L'Allemagne, c'est un pays qui a une peur terrible de l'inflation. Et qui dit monnaie faible, dit risque d'inflation importée. Et avoir une monnaie forte, c'est contrôler ce risque. Alors justement, est-ce qu'une monnaie faible aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment adapté à une région comme la zone euro? On sait que la facture énergétique pèse beaucoup sur ce continent. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, c'était pas plus mal de garder un euro fort pour limiter cette facture? Je pense que dans la situation dans laquelle est l'Europe, et en prenant en compte la conjoncture mondiale, il y a deux points qui sont importants. L'Europe est encore durablement, court durablement le risque d'une déflation. Et la déflation, c'est la pire des situations économiques pour un pays. Ça fait 20 ans que le Japon
s'en sort. Et il est plus important de relancer l'économie que de rétablir la balance commerciale. Et aujourd'hui, on sait que les choses ont évolué. La force d'une monnaie, ça ne signifie plus forcément la vigueur de l'économie. Quand on voit la Banque du Japon, par exemple, ou la Fed aux États-Unis, qui ont procédé à des ajustements, à des politiques de relance monétaire, est-ce qu'on n'est pas un petit peu aujourd'hui dans une course à la monnaie faible, justement? Non, on n'est pas dans une course à la monnaie faible, on est dans une course à l'inflation. Les pays en ont besoin pour deux choses, parce qu'elles sont exsangues de toute la dette qu'elles ont, et puis parce que c'est le seul moyen de relancer l'économie. Quand vous avez un risque de déflation, tous les acteurs économiques délaient toutes les décisions d'investissement et d'achat, et l'économie en patine. Un mot, Thibault, aussi sur les taux obligataires. Ça rejoint un petit peu cette problématique de l'euro fort, euro faible. La France qui a levé ce matin plus de 5 milliards de dollars à un taux record, 1,18%. On peut relier ça à la faiblesse de l'euro ou le changement de l'euro? C'est le grand paradoxe. La France a une situation économique très compliquée, mais reste un pays attractif parce que ses actifs sont sûrs et c'est une économie solide avec une base de population importante. Merci beaucoup Thibault de la Bornière pour ces explications. Allez, cap sur le Japon. Le riz demeure l'aliment de base de la cuisine traditionnelle, mais la demande locale est en baisse. Et pour tenter de sauver la filière et éviter l'écroulement des cours, les autorités fixent des quotas, des plafonds de production. Est-ce la bonne solution alors même que les riziculteurs veulent exporter leur production? À l'heure où le projet de libre-échange transpacifique menace leur activité, ils ont décidé de miser sur la technologie. Johanna Sidruck. Un champ de 112 hectares au nord de Tokyo. Cette rizière est la plus grande de la région. Son secret, elle combine agriculture et haute technologie. Ce capteur mesure le niveau de l'eau dans les rizières. Les données sont recueillies dans le serveur de l'ordinateur pour que nous puissions voir de façon immédiate comment les niveaux de l'eau ont changé une fois que nous accédons au serveur. Cet agriculteur a donc décidé de miser sur la technologie pour échapper au déclin. Une dégradation des ventes due à un système inefficace. Car pour protéger l'aliment de base de la cuisine japonaise traditionnelle, depuis 1971, l'État subventionne les petits riziculteurs qui acceptent de limiter leur production. En utilisant un ordinateur, nous pouvons voir les données immédiatement et les partager plus facilement avec les autres travailleurs. Nous pouvons aussi garder une trace des données, ce qui nous permet de comparer avec les données précédentes, sans devoir retrouver de vieux calepins sur des étagères. Si notre production dépasse les chiffres de consommation domestique, alors nous devons penser à exporter. Mais dans les faits, exporter s'avère compliqué à cause des quotas fixés par les autorités. Alors qu'en parallèle, des tarifs douaniers rédhibitoires ont été mis en place. 2 mesures pour un même objectif, empêcher le prix du riz de baisser, malgré la chute de la demande. Résultat, à Tokyo, un sac de 5 kilos vaut environ 18 €. C'est presque 3 fois plus qu'à Sydney, Bangkok ou encore Pékin. Pourtant, le gouvernement tente de restructurer le secteur agricole, notamment grâce à un projet d'accord de libre-échange, le partenariat transpacifique. Il réunit 12 nations de la région Asie-Pacifique, dont les États-Unis. Est-ce que l'accord de partenariat transpacifique pourrait être une menace? Je ne pense pas, mais je suis quand même inquiet. Mais l'ouverture des marchés agricoles ne fait pas l'unanimité. Les riziculteurs japonais redoutent un effondrement du secteur avec l'afflux de marchandises étrangères bon marché. Le sujet sera abordé lors du sommet du Forum pour la coopération économique pour l'Asie-Pacifique, plus connu sous le nom d'APEC, du 5 au 11 novembre. Oui, beaucoup d'attentes autour de ce sommet dont on aura sans doute l'occasion de reparler. Tout de suite, le Media Watch. Amazon à la une de cette revue de presse avec un nouveau système de livraison pour le roi du e-commerce. Bonjour Johanna Sidruck. Bonjour David. Et cette fois, ce n'est pas le drone. Oui, Amazon donc envisage de livrer ses colis par taxi. Alors comment? Tout simplement en s'associant avec Flywheel, une application mobile qui permet de réserver des taxis. Le chauffeur devient donc livreur et empoche 5 $ par colis transporté. L'avantage des taxis par rapport à une livraison plus classique, plus traditionnelle, c'est que ça va permettre aux géants américains de gagner en rapidité sans faire exploser ses frais. Alors pour le moment, le service est expérimenté dans seulement 2 villes aux États-Unis, San Francisco et Los Angeles. Donc pour les autres, il faudra probablement attendre encore un peu. Toujours les Américains d'abord, rien à faire. Alors Johanna, direction l'Australie où la chaîne Domino's lance le crowdsourcing pour ses pizzas. Explique-nous tout ça. Oui, alors on connaissait le crowdfunding, autrement dit le financement participatif. Et cette fois, on va parler du crowdsourcing. Ce sont les internautes, donc des inconnus, qui participent non pas au financement,
distribution, mais à la production et qui reçoivent donc des gains en conséquence. C'est le mode de fonctionnement qu'a choisi Domino's Pizza en Australie pour renouveler sa carte. En fait, les clients peuvent créer de nouvelles pizzas, leur donner un nom et ensuite faire leur promotion sur les réseaux sociaux, et les concepteurs peuvent empocher jusqu'à $3 par vente depuis le début de l'opération, donc qui a commencé cet été. La pizza qui a eu le plus de succès, c'est la Mega Meat Lover, en français méga fan de viande, et elle a permis à son créateur d'empocher quasiment $30 000. Et bon appétit bien sûr. Et puis le meilleur pour la fin, Johanna, on va parler voiture pour une fois, puisque Volkswagen devient numéro 1 mondial. Oui, le constructeur allemand a dépassé son principal concurrent, le japonais Toyota. Sur les 9 premiers mois de l'année 2014, Volkswagen a vendu 7 650 000 véhicules contre 7 620 000 seulement pour le japonais. Une jolie performance qui s'explique par son large choix de marques, par ses ventes de camions, mais aussi et surtout par la hausse de la demande chinoise. Voilà, un éventail de marques qui porte ses fruits pour l'allemand. Merci beaucoup, Johanna. À très bientôt. À bientôt. Et fin de cette édition d'Économie le Mag. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes, la suite de l'info, c'est tout de suite sur i24 News. Restez avec nous.